Aujourd'hui, je vais vous parler du premier abandon que j'ai fait cette année. Et puis en plus, je suis pas allée bien loin, je me suis arrêtée à la page 26. Voilà ce qui s'est passé. Je vous ai déjà dit que j'achetais de temps en temps des livres, d'occasion, par exemple sur internet, et je tape en général comme mot-clé Edgar Poe. Il se trouve que, sur le site de la Bourse aux livres, il me propose pas mal de livres qui parlent d'Edgar Poe, et en vérifiant, en fait, ça ne parle pas du tout de lui. Je me demande, pour le coup, si il n'y a pas une forme de soi-disant intelligence artificielle, vous savez, un générateur de texte qui fabrique des faux pitchs, des faux résumés pour les livres, enfin faux. Je pense être peut-être vrai, mais bon, je ne sais pas comment c'est fait. Toujours est-il que quand j'ai vu ce livre-là, qui s'appelle Poeasy, on peut penser que ça parle de Poe, et effectivement, l'auteur Thomas Clair a déjà écrit un livre que j'ai dans ma collection Poe qui s'appelle Intérieur, et où il parle d'Edgar Poe, donc là je me suis moins méfiée. C'est aux éditions Gallimard, collection L'Arbalète, et c'est un ensemble de plein de poèmes. Il y en a 751, et ils sont classés par ordre alphabétique. Et je me suis dit, bon, tant pis, je vais lire quand même, je vais en lire 1, 2, 3, 4 par jour, et en fait, quand je prenais le livre, j'avais pas du tout envie de lire les poèmes, ça m'intéressait pas. Il y en a beaucoup qui sont un peu autobiographiques. C'est écrit un peu à la manière de l'écriture automatique. Des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Des fois, j'avais l'impression que c'était meilleur. C'est de la poésie, d'accord. Mais enfin bon, j'avais pas envie de me prendre le chou, donc j'ai arrêté. Voilà, c'est tout. Et puis tant pis. J'avais pas envie. Pour moi, c'était un peu, je veux pas dire du mal là, mais c'est un peu comme si l'écrivain, voilà, il notait deux trois textes comme ça qui ne voulaient rien dire, et puis il s'est dit tiens, bah je vais en faire un livre. Bon, ça m'a pas donné envie, j'avais pas envie, donc j'ai arrêté au bout de 26 pages, et je m'en suis arrêtée à, j'étais toujours à la lettre A. Tant pis. C'est mon premier livre de cette autrice. Je n'avais jamais lu de livre d'elle. Elle écrit principalement des thrillers. Et le début, ça me tentait bien. C'était assez original. Je me suis dit ouais, on part sur un truc pas mal là. Je sens que ça va me plaire. Et puis plus j'avançais dans la lecture, moins ça me plaisait. Déjà, rien qu'au début, on a principalement un personnage que je ne pouvais pas blairer. Ce personnage m'énervait au plus haut point, désagréable, insupportable. Et donc, quand est venu le moment où il a fallu retrouver ce personnage qui avait disparu, je m'en fichais complètement. Mais alors, j'en avais rien à faire qu'on ne le retrouve pas, ce personnage-là. Voilà, donc les personnages féminins, en général, ne m'ont pas trop plu dans ce livre-là. Il s'agit de Apnée de Sonia Delzongle aux éditions Fleuve Noir. Et donc, l'enquête aurait pu être originale, elle aurait pu beaucoup me plaire, etc. Mais, comme je vous dis, il y a toute une partie, je m'en fichais, alors qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus intéressantes à côté, et la détective qui s'occupait de cette affaire de disparition, j'avais l'impression qu'elle s'en fichait un peu aussi, et qu'elle voulait enquêter sur d'autres choses qui se passaient autour. En fait, voilà ce qui se passe. Nous sommes en Égypte, pas loin comment ils appellent ça, du Blue Hole. C'est une sorte de faille où les apnéistes font des concours, des compétitions. Et là, on a un couple d'apnéistes très très célèbres, et des champions quoi, qui vont là. Et le petit ami d'une championne d'apnée, qui est aussi apnéiste, disparaît sous l'eau pendant la compétition. Et donc elle veut tout faire pour le retrouver. Les organisateurs de la compétition se disent tant pis, on va continuer. Déjà ça m'a un peu, je me suis dit mais non, quand il se passe un truc comme ça, quelqu'un disparaît, t'arrêtes la compète quoi, c'est pas possible, t'appelles la police. Là ils appellent même pas la police. Enfin, c'était hors sol, sous l'eau. Et donc il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont fait sortir de l'histoire, parce que pour moi c'était pas vraisemblable du tout. Et puis cette jeune femme, elle pense à toutes les possibilités possibles, elle essaye de remuer ciel et terre. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il se passe un twist quelque part pas trop loin du début. Ensuite, il y a enquête avec une détective privée, effectivement.
Et bon, l'enquête est pas mal, hein, mais il y a plein de petites choses comme ça. Je peux pas tout vous révéler parce qu'ensuite ça nous apprend trop de choses, ça vous apprendrait trop de choses sur la résolution de l'énigme, mais plein de choses qui ne sont pas vraisemblables du tout et qui ne sont pas cohérentes. Et donc j'ai pas adhéré du tout au roman. C'est dommage parce que c'était plutôt bien fait, c'était plutôt bien construit, mais voilà, les personnages et pas mal de choses qui n'allaient pas dedans et qui n'étaient pas plausibles m'ont vraiment sorti du truc. Tant pis. Je crois que cette autrice a écrit, avant ce roman-là, une trilogie ou une quadrilogie peut-être, je ne sais plus. Les couvertures étaient assez semblables. Là, sa couverture est très très différente des autres. Il s'agit d'un thriller danois. Je suis pas sûre d'avoir déjà lu du thriller danois avant. C'est le thriller de Catherine Egberg, classé sans suite aux éditions Fleuve Noir. Et nous avons une ancienne policière, une ancienne flic qui quitte sa province danoise pour venir s'installer à Copenhague. Et elle devient détective privée et elle s'installe chez des gens qui louent une pièce dans leur garage, on va dire. Elle s'installe là, le temps d'essayer de retrouver du travail dans la police de la capitale. Et son mentor lui propose une affaire qui vient d'être classée sans suite. Et ce mentor, ça l'embête un petit peu de laisser cette enquête comme ça. Et il lui propose de mettre son nez dedans. Parallèlement à ça, les personnes chez qui elle habite, chez qui elle loge, ont aussi un petit souci, c'est-à-dire que c'est une femme avec son père, qui vit chez son père depuis que son frère à elle est mort, et donc le fils de ce monsieur est mort, il s'est suicidé, il était emprisonné, on va dire, dans une sorte de prison pour d'asile, on va voilà, un asile. Et ce personnage s'est enfui, il s'est suicidé et il a laissé un message un peu étrange sur le mur de sa cellule et la sœur voudrait savoir ce qu'il en est. Donc elle et son père vont essayer de traduire ce qu'il a écrit. Autre chose, dans le garage qui est juste au bout de la cour de ces gens, vit un homme qui vient d'Iran. Et donc il a monté son garage et tout. Et sa dernière cliente en date vient de mourir, elle a été assassinée, et donc c'est lui le suspect numéro 1, puisque c'est lui qui l'a vue apparemment en dernier, et que bien sûr, comme il est iranien, eh ben, c'est un suspect idéal. Voilà. Donc il y a 3 affaires comme ça qui se situent un peu au même endroit. J'ai trouvé la coïncidence un peu grosse, mais bon, pourquoi pas, sinon on n'en aurait pas fait un livre. Il se trouve que l'autrice évoque aussi une histoire, l'histoire de sa famille, à travers des flashbacks qui sont liés à l'histoire, bien sûr. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et les Juifs sont persécutés au Danemark aussi, bien sûr. Et on suit une famille, un couple en fait, qui va avoir un enfant et qui doivent s'exiler en Suède pour éviter d'être arrêtés par le Troisième Reich. Et il se trouve que ça, c'est lié aussi à ce qu'on lit là en ce moment, les enquêtes qui sont là. Voilà, donc c'était assez sympa le fait de parler de ça justement, de toutes les persécutions qu'il peut y avoir à travers l'histoire, que ce soit les juifs, que ce soit les musulmans, etc. On voit qu'on n'évolue pas tellement. Donc ce point de vue-là était assez bien. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que il y a toute une enquête, enfin il y a plein d'enquêtes même dans ce livre-là, et à la fin on se dit tout ça pour ça, parce que la résolution finalement elle tient à une grosse coïncidence aussi. Donc ça fait beaucoup de coïncidences, et quand il y en a trop, je trouve ça un peu dommage que les résolutions arrivent comme ça sans forcément déduction. Alors il y a des déductions, etc. Mais là vraiment la résolution arrive comme un cheveu sur la soupe, et ça, c'était fort dommage, et je suppose qu'on aurait vraiment pu faire autrement. Donc voilà, assez mitigé. J'ai bien aimé évoluer avec les personnages et tout ça, et toutes les enquêtes étaient assez intéressantes, mais la fin tombe un petit peu à plat, malheureusement. Ceci est un thriller jeunesse aux éditions Pocket Jeunesse, PKJ, et c'est de Sébastien Gendron, qui écrit aussi pour adultes, et vraiment un peu plus hardcore, et ça s'appelle Real. Et on suit des lycéens et des lycéennes dans une petite ville, on va dire, où a déjà eu lieu quelque chose d'assez étrange qui s'est passé dans un précédent roman de l'auteur, qui est dans Le Collimateur, donc aux éditions PKJ aussi, que je n'ai pas lu mais que je me suis acheté d'occasion parce que c'était plutôt intéressant.
C'est la rentrée de première et la prof d'art plastique est absente. Elle est en arrêt maladie et elle est remplacée par un jeune professeur qui se met à dos toute la classe la première heure de cours. Et donc, pour essayer de se rattraper, il va leur donner un exercice à faire, c'est-à-dire comme il voit qu'ils aiment bien filmer tout et n'importe quoi, il va leur demander de filmer, de faire un petit film basé sur Lost Highway de David Lynch. D'ailleurs, à un moment, c'est pas drôle, mais il dit oui, David Lynch, c'est un réalisateur encore en vie, alors que malheureusement, il vient de mourir. Donc, ça va très très mal se passer, ça va dégénérer très très vite. Et on suit une jeune fille qui s'appelle Maude, dont la meilleure amie est Elina. Les deux sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre, mais elles sont les meilleures amies du monde. Et tout va mal se passer. Je ne peux pas tout vous raconter, mais bon, il y a un langage très fleuri chez Sébastien Gendron. Il y a toujours un langage très fleuri, mais là, c'est du langage de la génération de ces jeunes-là. C'est la génération, je crois, alpha maintenant. On en est passé à la génération alpha. Ça cause, ça cause comme les jeunes. Alors, je suis trop vieille, moi, pour savoir si c'est vraiment comme ça que les jeunes parlent, mais ça me semblait plutôt vraisemblable. C'est vraiment très bien, c'est du thriller jeunesse et je pense que c'est vraiment adapté à un public à partir de, on va dire, 14, 15, 16 ans. Mais pas avant. Pas avant, déjà 14, ça va peut-être être limite, mais 15, 16 ans, c'est parfait. Et il y a des petites pointes comme ça, des références un petit peu aux films d'épouvante. On voit des séquences, enfin on lit des séquences de films dans des couloirs comme ça un peu sombres et c'est assez sympa, c'est bien fait. Donc je vais lire celui qui se passait un petit peu avant, qui s'appelle Dans le collimateur.